Voilà, 4 exemples de vide. Premier exemple, Bordeaux-Rive droite, d'ailleurs dans les traces furtives de Dominique Perrault. Et là, le sous-titre, ce serait fabrique. Il faudrait qu'on éteigne si c'est possible. Pardon. Enfin, on peut commencer à parler. Le sous-titre, c'est fabriquer du vide. Et puis d'autres sous-titres, ce serait le temps du vide et le prix du vide. Voilà. Alors, sur cette rive droite, en transformation, encore une fois dans les traces furtives de Dominique Perrault, tout le monde est convaincu aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, qu'il faut créer, le long du fleuve, un très grand parc, en vis-à-vis des quais dont on a vu une image tout à l'heure dans le film. Donc, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas tellement le pourquoi, mais voilà, on veut créer un vide, là, devant ce fleuve, en vis-à-vis des quais de la rive gauche. Et le sujet est comment va-t-on fabriquer ce vide ? Comment va-t-on jouer avec le temps? Et puis quel est le prix de ce vide? Alors, je vous montre un peu finalement l'histoire de ceci, puis on verra là où nous en sommes. Ça, c'est une image, on pourrait dire, à compte d'auteur, où on a imaginé non pas simplement une sorte de fausse géographie qui soulignerait la présence du fleuve, mais un vide plus complexe qui serait la trace même de l'abandon progressif des parcelles, de la mutation progressive des parcelles. Donc on fabriquerait littéralement ce vide comme une empreinte de la mutation de la ville, du temps de sa mutation. Alors c'était ambitieux, là on était à 150 hectares. L'idée étant qu'il y aurait une sorte de grand parc public en rive et des ramifications, toujours dans les traces de Dominique, qui irait dans les traces du parcellaire jusqu'au cœur de ce quartier. Mais ce qui m'intéressait, j'aime bien quand il y a une raison physique très pragmatique. Et au fond, la mutation de ces entreprises est relativement inconnue, n'est pas précise, il y a un aléa. Elle est lente, et l'idée étant de, tout simplement, chaque fois qu'une parcelle serait vide, alors on l'occuperait par des plantations. Alors on verra petit à petit ce que ça veut dire que le vide pour un paysagiste, évidemment. Donc accompagner la mutation des bâtiments, l'abandon des parcelles par des plantations successives. Alors je ne commande pas ces dessins, mais vous pouvez imaginer, c'est progressif, il y en a de plus en plus. Et ce n'est pas une fausse nature. Ce matériau végétal écrit le temps des mutations. On verra toujours les rythmes, l'âge, au fond, de chacune des transformations. De telle sorte, d'ailleurs, que le projet, vous voyez, la succession des projets, ce n'est pas des successions de phases, mais c'est une transformation permanente de l'ensemble jusqu'à cette sorte de grande présence d'un vide qui est l'empreinte des mutations. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Alors, je montre ça comme une espèce de caution, comme on montre ces papiers, juste pour dire que voilà, c'est intégré dans le PLU. Et aujourd'hui, on peut affirmer que 53 hectares le long du fleuve ont été classés, enfin inscrits comme à destination de parc et sont en cours d'acquisition. Il y a d'autres ramifications et qui sont toujours en discussion. Les ramifications que je montrais ne se feront pas comme ça, elles ont été discutées, débattues, elles sont toujours en concours, même pour une partie de cette rive droite, et la forme de ces ramifications change. Par contre, on s'est concentré sur cette bande, sur ce vide de 53 hectares d'ores et déjà acquis, et à cette échelle-là, déjà, on peut jouer avec ce que je montrais tout à l'heure. Alors, je montre un peu. Donc des maquettes de ce qu'on fabrique, donc dans une bande d'une 50aine de mètres sur 6 km de long, enfin variable, où là aussi on joue, pas littéralement avec des traces. Il y a une sorte de succession de salles. Alors là on change d'échelle de vide, il y a des pleins, des vides, c'est un peu comme le vide de l'architecte qu'on voyait tout à l'heure.
Et puis là aussi, juste pour vous montrer que c'est vrai, on a déjà 20 hectares de plantations et qui justement jouent avec le vide du fleuve. Et 53 hectares, vous l'imaginez, il faut d'abord acheter les terrains et puis il faut les aménager. Donc on a vu ce temps théorique que je montrais sur ces dessins à l'origine, et puis c'est comme ça qu'on fait, en effet, c'est au fur et à mesure de la libération de ces parcelles sur les 53 hectares, au fur et à mesure de leur acquisition, au fur et à mesure des moyens qui sont modestes pour l'aménagement, alors on continue cette fabrication du vide. Et un vide comme ça vaut, je ne sais pas, peut-être environ 50 hectares d'acquisition, et 50 millions d'acquisitions, et puis 50 autres millions d'aménagements qui se font sur sans doute des dizaines d'années. On a commencé ce travail en 2004. Et ce qui me passionne, c'est cette notion de temps. Alors ça, c'est un premier exemple relativement simple. Alors là, je vous montre un projet qu'on débute à Lens, donc pour ce territoire de Rallens, avec Christian de Porzampar comme urbaniste. Et là encore, je ne décris pas tout le projet, mais le sujet, c'est le vide, bien entendu. Et il se trouve que ce territoire a une très forte présence de vide, qui sont des espaces résiduels entre les cités minières. Donc ce territoire était organisé dans une série de concessions minières, des cités qui étaient relativement indépendantes les unes des autres, avec un tissu, enfin c'est pas le mot, mais avec des vides entre elles. Et c'est le grand sujet. Donc vous savez, l'enjeu de Rallens, c'est comment, avec l'arrivée du Louvre, stimuler le développement, le redéploiement de ce territoire qui souffre depuis des générations, depuis l'abandon des mines. Alors, le thème, c'est justement celui-ci, c'est comment le vide peut être la matière du redéploiement. Le vide n'existe pas, mais comment le vide est le support de la transformation, matière à transformation. Alors il y a une figure particulière dans ces territoires miniers qui est liée au transport des matériaux. Il y a ce qu'on appelle des cavaliers, ce sont des digues qui franchissaient les chaussées et les voies ferrées et qui servaient à transporter les matériaux jusqu'aux terris et jusqu'aux chemins de fer. Et donc, même dans la campagne, il y a une forme de paysage particulière, comme ça, des cordons en lanière. Alors parce qu'en fait, cette étude nous fait à la fois réfléchir au redéploiement de l'ensemble de ce territoire, mais en même temps expérimenter tout de suite par quelques réalisations, parce qu'il faut donner les accès au Louvre. Le Louvre s'implante et il faut qu'on y accède. Et c'est une réflexion très intéressante, puisqu'en effet, on doit tout de suite travailler physiquement sur ce vide, et ce seront les prototypes de la manière de reconquérir l'ensemble d'un très vaste territoire. Alors ces cavaliers m'ont semblé Ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que, et c'est important, dans ce territoire minier abandonné, on a quitté le stade du sentiment de l'abandon et de la friche. Cette végétation s'est tellement développée en 2 générations qu'elle a une grande présence physique. Et que ces cavaliers, vous êtes familier avec le terme maintenant, plantés, constituent des successions de lignes d'horizon, ont une présence dans l'espace considérable. Donc c'est un vide, ce n'est pas construit bien entendu, mais c'est un vide qui a pris une très très forte présence physique. Alors l'idée est d'utiliser, métaphoriquement, enfin de l'utiliser d'autres manières, ce type du cavalier pour développer la structure vraiment de ce territoire. Alors ça part de petits alignements d'arbres, de chemins, de chemins plus grands, de chemins avec des fossés, etc. Enfin toute une sorte de catalogue comme ça de ces lanières. Et là encore, l'objet n'est pas de vous démontrer l'ensemble du projet, mais voilà, c'est de créer finalement autour du Louvre, que vous devinez peut-être dans le centre de l'image, ce faisceau de cheminement qui s'inscrit précisément dans les délaissés entre ces cités pour développer cette ville. Et on peut le faire tout de suite. Alors je montre comme ça
sorte de photomontage, parce que ceci sera en construction dans quelques mois. Donc construire des chemins. Et je vais très vite. Et en jaune, ce sont les lieux du développement. C'est-à-dire qu'en effet, autour de ces faisceaux de cheminement, au fond, c'est une sorte de remaniement parcellaire qui procède par le vide. La transformation de ces vides, la transformation de ces espaces interstitiels est un remembrement de la ville et nous permet d'organiser une sorte de centralité, ce qui est attendu, mais cette centralité a un caractère particulier. Elle ne se développe pas autour d'une place, mais avec ce faisceau de cheminement, avec ce paysage particulier. Et une simulation à un moment donné, justement, de la masse construite que la transformation de ces vides peut générer. Et puis, très rapidement, un ensemble de petites axonométries où, à chaque fois, on voit la constitution de ces cavaliers et la capacité. Alors, les bâtiments sont blancs quand ils sont nouveaux, mais ce sont des dessins de Christian et c'est le début de quelque chose. Chaque fois qu'on peut, ces sortes d'allées est le développement. L'idée même, d'ailleurs, de ne surtout pas construire ces vides, mais de densifier ailleurs, et donc, par exemple, de densifier l'intérieur des cités minières, avec de nouveau la création de chemins, toujours dans ce faisceau des cavaliers. Donc le vide comme support de la transformation. Et on voit bien que chacun... Oui, il y a des grandes singularités. Voilà, chacun de ces sites, chacun de ces vides que je montre est très différent et conduit à imaginer une manière différente. C'est-à-dire, le vide est matière à transformation, mais il n'y a pas de modèle unique. Tous ces vides sont singuliers. Alors je vous montre quelques réflexions sur le plateau de Saclay, là aussi avec Xavier de Guetter et Floris Alquemade. Vous connaissez à peu près où est Paris. Et puis on a vu tout à l'heure des cartes de Dominique dans son film qui étaient pénibles, parce que très claires. Mais on voit bien le bâti en noir et en blanc ce qui n'est pas construit, et en vaguement grisé quand même la topographie. Et j'étais à une présentation publique il y a quelques jours et je parlais de ces vides, et je me suis fait vraiment engueuler par des agriculteurs qui ont dit « Mais quoi, vide ? Pour vous, la campagne, c'est vide ?» Enfin, bon, donc évidemment, c'est plus complexe. Alors, comment s'installer dans ce vide non construit ? Alors évidemment, il y a la présence de l'agriculture. Chaque carreau correspond à 1 kilomètre de côté. Donc l'agriculture, le périmètre que nous étudions, ça va un peu de soi, c'est ce qui est délimité en blanc. Et puis il y a effectivement cette agriculture dont vous savez, parce qu'il y a un fantasme, il ne s'agit pas de construire le plateau de Saclay. Il y a même une loi qui fait que 2300 hectares agricoles, c'est-à-dire quasiment autant que ce qu'il y a aujourd'hui, sont protégés, sont absolument intouchables. Donc il ne s'agit surtout pas de construire ce territoire agricole. Alors comment s'installer dans ce territoire ? Alors, évidemment, il y a une topographie, les vallées, et puis comme on le voit là, tous leurs affluents, les ramifications de ces vallées. Et sur ces reliefs, peu propices à la construction et pas du tout à la culture, il y a des boisements. Et quand on pense à ce paysage d'Île-de-France, au fond, ce sont ces boisements que l'on voit, qu'on soit sur les plateaux, dans les vallées ou même en avion. Enfin, c'est la structure, et d'ailleurs le nôtre au XVIIe siècle a toujours installé ces structures en limite de coteaux, comme ça, a toujours joué et amplifié ces maigres reliefs. Alors la première manière de s'inscrire dans ce territoire, c'est de s'accrocher à tout prix à cette partie du vide qui est la géographie naturelle, au fond, ces boisements, ces coteaux boisés. Donc, vous voyez, à quel vide s'accroche-t-on ?
Et ce premier vide, c'est celui-là, c'est les coteaux boisés se reliefs. Et l'idée, là encore que je ne détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, c'est d'amplifier la présence de cette géographie comme l'ont fait les Américains fin du XIXe siècle et aussi de 1900 à 1950 dans la transformation de Washington, où littéralement on parle d'amplification de la géographie. Donc on repère tous les vallons, tous les ruisseaux, on leur donne une force par une transformation de ce paysage et on y installe les infrastructures. On se sert de cette géographie amplifiée pour viabiliser littéralement les territoires. Alors, ça c'est l'existant, vous retrouvez le périmètre d'études en rouge, en noir l'agriculture, finalement, pas l'agriculture, mais le vide, mais en vert les coteaux boisés dont je parlais. Et puis notre première hypothèse, voilà, c'est d'amplifier la présence de cette géographie. Et quand vous voyez encore un carreau d'1 kilomètre, à l'échelle géographique, cette amplification, alors qui n'est pas fausse d'ailleurs, on s'inscrit dans des reliefs mais mineurs préexistants. Alors à l'échelle de géographie, cette amplification est négligeable. L'ensemble garde sa cohérence géographique. On rajoute 2 km, 3 km, 4 parfois. On voit bien que c'est secondaire et mineur. Mais à l'échelle d'un quartier, 2 ou 3 km, c'est ce qu'il nous faut. C'est la structure dont nous avons besoin pour installer des morceaux de quartier. Enfin, pas des morceaux, des quartiers. Et donc très sommairement, l'organisation du plateau de Saclay, c'est justement pas d'être sur le plateau, c'est sûrement pas de toucher à ce territoire agricole, donc qui est la plus grande composante du vide, mais c'est d'utiliser cette partie du vide, cette partie géographique du vide, géographie naturelle, pour intensifier ce qui est déjà là. D'ailleurs, là encore, il ne s'agit qu'un phénomène de transformation, ce n'est pas une création ex nihilo, mais intensifier des campus qui préexistent en une forme d'archipel de quartiers-campus, mais fortement inscrit dans cette géographie amplifiée. Donc, dans cette histoire de Saclay où je ne décris pas tout, comment s'installer dans le vide? Il y a cette agriculture qu'on laisse, bien entendu, et puis il y a cette géographie qu'on amplifie et avec laquelle on s'accroche, qui va donner la cohérence à très grande échelle. Vous voyez, c'est comment sur 7 km installer des quartiers. Alors il y a une deuxième notion de comment s'installer dans ce vide. Alors on regarde ce petit cadrage là qu'on vient d'allumer. Cette géographie amplifiée donne la cohérence, viabilise, on y installera les grandes circulations, les parkways aussi, mais on sait que sa lisibilité prendra du temps. Il faut des dizaines d'années pour que ça existe. Et cependant, on ne peut pas imaginer, pour ceux qui connaissent le site, développer, donc sur un de ces cadrages, un haut lieu de la recherche et du développement en plein champ. Je veux dire, il y a le syndrome du grand ensemble années 70, c'est-à-dire la manière dont les grands ensembles d'une part, les lotissements d'autre part, parce qu'au fond c'est tout ce qu'on a sous la main, et souvent les campus français, la manière dont ces objets se sont implantés en plein champ est inacceptable. Parce que le territoire agricole a muté, on sait bien qu'il y a eu des remembrements successifs qui l'ont considérablement appauvri, et que cette ville s'est constituée dans l'ignorance totale de ce vide-là, de cette agriculture-là, et qu'il n'y a aucune relation entre ces deux mondes, et qu'il n'y a souvent même pas des chemins qui mènent des quartiers dans la campagne. Donc il n'est pas envisageable de construire de constituer l'ensemble de ces bâtiments en plein champ, et pire que ça, en pleine friche, parce que les champs étant protégés, ce qui est entre les champs et les bâtiments tournera rapidement à la friche, ce qu'on observe toujours. Et au fond, on a des besoins qui nous permettent de faire autrement. Alors c'est ce que j'appelle paysage intermédiaire, et je vais vous montrer ce que c'est. Au fond, on a de véritables besoins, voilà, qu'on va essayer je montre avec des axonométries simples. Aujourd'hui, on a souvent ces bâtiments, quelques voies, et puis on voit justement une sorte de boisement le long des crêtes, enfin des lignes de coteaux. Dès lors qu'on va commencer à construire, se posera le problème de la gestion des matériaux. Que fait-on des matériaux excavés? Que fait-on de la terre végétale? Et compte tenu de l'échelle de ces projets, c'est considérable. Habituellement, vous le savez bien, ces matériaux sont exportés
Et puis on rachète très cher une terre de mauvaise qualité. Là, on ne peut pas se permettre ça. D'ailleurs, les villes nouvelles n'ont pas toujours fait, mais auraient pu jouer comme ça. Les scientifiques, évidemment, vous savez, on travaille ici avec AgroParisTech, l'université, l'école de Versailles, des agriculteurs. Comment gérer ces matériaux? Alors, c'est très naïf, évidemment, ces premiers dessins, mais immédiatement, on va récupérer les terres végétales, les stocker. Donc, on parle d'une ingénierie écologique au service de la ville. Ça, c'est Paris 11 qui appelle ça comme ça. Mais c'est tout à fait clair. Il faut beaucoup se méfier quand on parle de ces vides-là, cette limite entre nos villes et les campagnes. On doit se méfier de tous ces thèmes parfois naïfs. Vous savez, d'agriculture de proximité, enfin, on confond beaucoup de choses, on se trompe d'échelle. Là, c'est très pragmatique. Ce sont des besoins quasi techniques. Donc, on gère la terre, on gère les matériaux, et puis à très court terme, on a aussi besoin de stocker de l'eau. Il y a un grand dispositif hydraulique qui est en place, mais on ne l'a pas tout de suite. D'ailleurs, j'avais fait ça avec Piano il y a 20 ans pour l'usine Thomson. Donc, tout de suite, on doit garder l'eau à proximité des bâtiments. Alors, on ne creuse pas, on endigue des casiers qui seront inondables avant que le système hydraulique général ne soit en place. Donc, stocker de la terre végétale d'une manière sans la stériliser, stocker des matériaux d'excavation et organiser la gestion de l'eau pour une dizaine d'années. Puis après, c'est tout à fait enfantin. Progressivement, des bâtiments se construisent, d'autres matériaux arrivent, on stabilise les sols par des prairies, on doit les entretenir, on crée une sorte de petite organisation de gestion de ce petit territoire. On commence à installer des pépinières, parce que c'est une échelle significative quand on a 7000 hectares quand même. Les bâtiments se construisent, des chemins s'installent, etc. Les espaces publics se constituent, ainsi de suite. En fait, on est allé un peu au-delà aujourd'hui. Il y aura vous voyez, la gestion du vide à proximité des bâtiments, et puis il y aura toujours un espace intermédiaire entre les exploitations agricoles et ce campus qui se constituera. Donc une partie va muter en permanence, mais une partie demeurera, et c'est une manière d'envisager un espace public intermédiaire lui aussi, où il y aura à la fois de l'espace public à destination des étudiants et des chercheurs, etc., mais aussi à destination des agriculteurs. Et c'est AgroParisTech qui va sûrement être le moteur de ce système-là. Il y a de véritables expérimentations nécessaires. On parle tous du lagunage, mais on a de la peine à le mesurer. Il n'y a pas beaucoup d'expérimentations. Moi, c'est à Harvard, il y a bientôt 15 ans, que j'ai vu des expériences un peu sérieuses sur ce genre de travaux, mais l'expérimentation est faible. Donc là, il s'agit d'expérimenter vraiment des techniques de lagunage, production de biomasse, etc. Enfin, tous ces thèmes du développement durable peuvent être là développés. Mais pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de développer ces notions de lisière, donc cette couche de vide entre les parties construites et les zones agricoles. Et vous savez que pour le Grand Paris, on a identifié 800 km de cette maigre ligne de grillage entre les lotissements et les champs remembrés. Donc il y a matière. Cette limite-là entre cette ville-là et ce vide, comment lui donner une consistance, comment faire l'espace public manquant de ces villes qui n'ont pas cet espace public. Encore une fois, il n'y a parfois pas le chemin pour aller dans les champs. Comment constituer l'espace public en place de ce vide et comment s'en servir de lieu sans doute de petite agriculture et sans doute de lieux urbains. Bon, une sorte de perspective naïve. Alors, dernier cas, c'est au Qatar. Et évidemment, nous ne pouvons plus regarder dans tout ce que j'ai montré, il pourrait y avoir le sentiment d'une réaction, d'une recomposition, d'une réparation. Et évidemment c'est inenvisageable, parce qu'on voyage un peu tous, on sait qu'on peut prendre ces problèmes d'une autre manière. Il y a d'autres cas, et on ne peut pas regarder nos territoires européens sans comprendre les autres, et inversement. Alors là, je ne vous montre même pas le projet, simplement ce que j'ai dessiné ce matin. C'est un autre genre de vide. Et effectivement, là, on doit dessiner à toute allure un parc qui fait 2,5 km par 600 mètres de large, et il est déjà en construction.
Qu'est-ce que c'est que ce vide? Eh bien, c'est une provocation presque. Hein. On était là dans cette subtilité entre nos jolis lotissements et nos belles campagnes, et puis en même temps on travaille bel et bien sur ce genre de territoire. Et il n'y a pas de cynisme. Et ce à quoi je crois vaut aussi au Qatar. Et on a bien regardé ces territoires. Il se trouve que le Qatar est un pays où il y a une certaine curiosité. Et il y a des... Oui, le vide n'existe pas pour un paysagiste, pas plus que pour un agriculteur. Et il y a ici des rivières marines, il y a des lieux, alors des rivières liées aux grandes précipitations, parce qu'il y en a de temps en temps. Donc il y a des formes de canyons, des formes d'érosion, une végétation liée à ces zones humides. Il y a une petite agriculture qui suit ces zones humides. Cette agriculture a une écriture, il y a une manière qui n'est pas celle que les Américains ont exportée dans le Golfe il y a 30 ans. Donc il y a une culture, une manière de s'installer dans ces territoires-là, et c'est ce qu'on va faire. On va faire exactement ce que j'ai montré avant, aussi là au Qatar. Donc tout ça pour dire que, oui, même là où on pourrait être d'un cynisme total et se contenter d'empocher des dollars qui d'ailleurs baissent, mais non, c'est pas ça qu'on peut... Là aussi, oui, ces valeurs, l'inscription dans la géographie, comprendre la manière dont on s'installe, la manière dont les agriculteurs s'installent dans ces territoires-là compte. Donc on n'est pas dans une grille non plus, c'est plus compliqué. On va jouer avec la mer, évidemment, avec les mangroves qui ont été entièrement rasées dans le Golfe, mais qu'on va remettre en place. On va jouer avec les zones... Moi, j'ai parlé avec les Qataris, et dès qu'il y a un orage comme ça, ils prennent leur voiture, ils foncent dans le désert pour voir l'eau couler dans les wadis, dans les rivières sèches. Et voilà, on va jouer avec la mer, les mangroves, on va jouer avec l'écoulement de l'eau lorsqu'il y a des précipitations, et puis on va installer dans ces zones humides une forme d'agriculture pour la ville, la même qu'on veut proposer autour des lotissements de l'Île-de-France. Et puis, je n'avais pas très bien compris, j'hésitais encore sur les matériaux de sol, et puis ils m'ont dit « mais t'es con », et en fait tout était là, la première idée qu'on avait donnée un peu vite. Et donc là, ce que vous voyez, c'est un tiers. Donc c'est un quartier, il y a un parc, puis il y a un quartier qui fait 2 km par 1 km. Et là, vous avez tout le granit de tout un quartier posé en même temps. Chaque caisse fait un gros mètre cube. On ne peut plus considérer le vide de la même manière aujourd'hui. Et quand je vois ça, bon, encore une fois, avec prudence, on est tous un peu gênés. J'ai vu Rem Koolhaas passer des heures en excuses dans des conférences ici à Moscou sur pourquoi travailler dans le Golfe. Eh bien, je ne sais pas, je regardais Bruxelles l'autre jour. Et quand on voit comment dans le vide, l'est de Bruxelles s'est développé par l'avenue de Tervuren, qui va du centre de la ville jusqu'au parc de Tervuren. Donc un tramway a été créé, autour de ce tramway, un certain nombre d'espaces publics. Puis, on a construit. Alors, je ne parle même pas des systèmes de parcs américains. Mais quand on voit la puissance de construction des espaces publics au XIXe siècle, début du XXe, on se dit, certes, depuis, nous ne faisons que du bricolage. Je veux dire, les villes sont faites en Europe, contrairement au Qatar, les villes sont faites, et nous ne sommes que dans de la réparation. C'est ce qu'on raconte, on répare. On est dans les traces, on met en valeur les traces. Puis quand on réfléchit bien, ça ne tient pas, évidemment. Je veux dire, on sait bien qu'au XXe siècle, la quantité construite est énorme comparée à celle qui s'est construite avec ces grands espaces publics. Donc on le sait bien, ces espaces publics n'ont pas été construits. Ce vide n'a pas été conçu, ce vide n'a évidemment pas été aménagé. Donc quand je vois le Qatar, je ne regrette pas le XIXe siècle, je me rends compte qu'on n'a pas fait, qu'on ne fait pas les espaces publics, qu'on n'aménage pas notre vide comme on devrait le faire.